Bonjour Hervé Benzon. Bonjour. Sur quelles archives travaillez-vous actuellement? Eh bien, je travaille sur les archives du bailliage de Montdidier qui sont déposées aux archives départementales de la Somme, rue Saint-Fucien. Nous sommes ici à Fresnoy-en-Chaussée et lors de vos recherches, vous avez découvert une affaire criminelle dont les protagonistes étaient basés ici à Fresnoy-en-Chaussée. Oui, tout à fait. C'était en 1757, au mois de janvier, le 12 janvier 1757 au soir, un marchand d'œufs, on appelait ça un coquetier ici, ou un cocognier, qui s'appelait Louis Grindard, originaire de Viencourt-l'Équipé, est venu boire un coup à l'auberge du Petit Angeste qui se trouve près de la chaussée, c'est-à-dire aujourd'hui la départementale 934, entre Roye et Amiens. Et puis il sort de ce cabaret, il fait nuit, et tout à coup, il est attrapé par trois personnes qui cherchent à le dévaliser. Un des trois maintient la bride de son cheval, et puis comme il essaye de résister, eh bien, il prend un coup d'épée dans l'estomac, et ensuite il est massacré par ces trois personnes. Son corps va être balancé au fond d'un puits à Saint-Marc, qui est un hameau qui a disparu aujourd'hui, qui se trouvait entre le Quesnel et Fresnoy-en-Chaussée. Et puis voilà. Quelques jours après, on s'aperçoit que le puits abandonné du hameau de Saint-Marc a été ouvert, ce qui n'est pas normal parce que c'est un puits qui est asséché, et on retrouve le cadavre au fond. Alors on le remonte, et puis assez rapidement, les officiers de justice du Quesnel, qui sont les premiers à avoir été mis au courant, s'aperçoivent que l'histoire va déborder leurs compétences, dépasser leurs compétences. Et pour cette raison, ils vont prévenir le lieutenant criminel du bailliage de Montdidier, qui lui dépêche des cavaliers de la maréchaussée. Et l'enquête met le doigt sur le fait que les assassins sont probablement Félix Ricard et sa bande, qui sont des paysans originaires donc de Fresnoy-en-Chaussée, où nous nous trouvons. Ici, ils ont été baptisés dans cette église en 1734 pour Félix Ricard. Et donc, ce sont des paysans à l'origine qui se sont engagés dans l'armée, dans le régiment des gardes françaises, qui sont normalement stationnés à Paris ou à Versailles, au château, mais qui ont déserté et qui, depuis quelques mois, sèment la terreur dans les environs. Alors, la police est sur leurs traces, finit par les localiser assez rapidement, parce qu'en l'espace d'une semaine, on les repère dans une vingtaine de cabarets du coin, où ils se saoulent le jour et la nuit, notamment à Angeste-en-Santerre, où ils sont tellement saouls qu'ils ne peuvent même plus repartir du cabaret, et ils y passent la nuit. Et donc, deux d'entre eux sont assez rapidement localisés et arrêtés, dont Félix Ricard. Dit grand Félix parce qu'il mesurait 1,78 m, ce qui était assez grand pour l'époque, ce qui explique aussi qu'il avait pu s'engager au régiment des gardes françaises, qui était une unité d'élite. Comme beaucoup de paysans, de jeunes paysans, c'était des jeunes, ils avaient une vingtaine d'années, comme beaucoup de jeunes paysans au milieu du XVIIIe siècle, qui vivaient dans des conditions de misère intense, et qui avaient pour ressource, souvent, s'ils le pouvaient, physiquement, qui avaient pour ressource de s'engager dans les troupes du roi. Louis XV sortait de la guerre de succession d'Autriche, il allait bientôt entrer dans la guerre de 7 ans, et donc il y avait du travail pour ce genre de jeunes gens. Félix Ricard donc est arrêté, il est emmené manu militari à la prison de Saint-Germain-des-Prés à Paris, qui est la prison dans laquelle on enferme les déserteurs en attendant de les juger. Et là, il est passé à la question, c'est-à-dire qu'on lui fait boire des litres d'eau, et puis il finit par... Il ne veut pas avouer qu'il a assassiné le coquetier, mais par contre, il a une idée qui va s'avérer complètement improductive. Il dénonce un paysan, un marchand de bas d'Angeste-en-Santerre, qui s'appelait Claude Lefort, qui était un personnage qu'il détestait visiblement, et qui avait du bien. Et donc il dit à la police, voilà, moi je suis innocent, mais par contre, un marchand de bas d'Angeste-en-Santerre a voulu me donner 300 livres, 200 livres tournois, c'est la monnaie de l'époque, plus un cheval valant 100 livres, pour assassiner Louis XV quand je serai de garde au château de Versailles. Alors aussitôt, les policiers s'interrogent, l'affaire est grave, parce qu'une semaine plus tôt, Damien a donné un coup de canif à Louis XV,
Et une semaine après, donc voilà peut-être un nouveau régicide potentiel. Aussitôt, donc la maréchaussée vient arrêter Claude Lefort à Angeste et quelques autres qui avaient été aussi dénoncés par Ricard. Et puis ils sont emmenés à la prison de la Tournelle à Paris, où ils sont interrogés par le premier président du Parlement en personne. Donc j'imagine que ça devait être quand même assez impressionnant. Et finalement, ils sont innocentés. Félix Ricard va continuer de subir la question, va finir par avouer toute une série de crimes, de contrebande de tabac avec l'Artois, des vols. 84 personnes des environs de Montdidier, de Frénois et des villages des alentours vont venir témoigner pratiquement tous contre lui et ses complices, notamment le curé, Éloi Blot, le curé de Frénois-en-Chaussée, qui était l'une de ses victimes favorites parce que Ricard avait à plusieurs reprises fracturé la porte du presbytère et la porte de l'armoire du curé pour voler l'argent de l'aumône. Le curé avait eu l'idée de se dissimuler à l'intérieur du clocher et avait étalé du cambouis par-dessus le vasistas au-dessus de sa porte. Et ensuite, du haut du clocher, il avait vérifié qui avait du cambouis sous ses vêtements après un cambriolage. Bon, c'était forcément le fameux Félix Ricard, etc. Enfin bon, ce pauvre Ricard, il a fini par être ramené à Montdidier, où il a été condamné à subir la peine qui était réservée aux criminels en cas de crime de lèse-majesté, puisque simplement évoquer un probable ou un possible attentat contre le roi, c'était un crime de lèse-majesté. Et donc il a subi ce châtiment terrible. Il a été roué vif, c'est-à-dire son corps a été attaché sur une roue à l'horizontale, la face tournée vers les cieux, et le bourreau lui a fracturé les 4 membres à coups de barre de fer, puis les côtes, puis ensuite l'a fait tourner jusqu'à ce qu'il expire. Après quoi, Félix Ricard, le corps de Félix Ricard a été installé sur une centaine de fagots et a été brûlé. Et ensuite, les cendres ont été dispersées au vent depuis le promontoire de la salle du roi, à Montdidier. Et ces 2 acolytes n'ont pas eu plus de chance que lui, hein. Alors, l'un des deux, Jean-Baptiste, a été roué aussi, par la même occasion. Pourtant, lui, il n'avait rien dit de particulier vis-à-vis du roi, mais bon, il est passé à la trappe avec son mentor. Et puis, Joachim, qui était le fils du maître d'école du Quesnel, n'a pas eu de chance parce qu'une fois qu'il était ivre, ainsi que les 2 autres, eh bien, il s'est fâché et l'affaire a tourné au duel. C'était des soldats quand même, ils avaient leur épée. Et donc ce Joachim a été blessé à la jambe et il s'est réfugié dans une meule de foin où il a échappé aux forces de l'ordre pendant quelques jours. C'était au Plessis-Rosainvillers, non loin d'ici. Et puis finalement, il a été attrapé. Il a été enfermé dans une geôle de la conciergerie d'Amiens, qui n'existe plus, mais c'était à côté de la Haute-Oie. Et il est mort de la gangrène à 21 ans. On est d'accord, Hervé Benzon, cette affaire criminelle a eu un grand retentissement localement. Absolument, ça a eu un grand retentissement, je pense, pour 2 raisons. D'abord parce que c'était des contrebandiers de tabac 1 an après la chute de Mandrin dans le Dauphiné. Or, quand Mandrin a été roué lui-même à Valence en 1755, il y a eu à l'époque un grand retentissement dans le royaume, puisque tout de suite, une relation des faits a été imprimée et elle était diffusée par des colporteurs dans les villages. Par ailleurs, cette affaire a eu lieu juste après l'attentat d'Amiens contre Louis XV. Pour toutes ces raisons, on peut supposer, si on ajoute les 84 témoins, des gens aussi différents que les nobles des environs, des curés, des jeunes filles qui se travaillaient comme servantes dans les cabarets, des paysans, etc., etc. Des gens très différents de tous âges, des hommes et des femmes, qui étaient parfaitement au courant des exactions de Ricard et de sa bande, qui commettaient d'ailleurs des attaques à main armée entre le Plessis-Rosainvillers et Moreuil. Il y a des bois par là. Et c'est là qu'il disait aux passageurs seuls, il les arrêtait et il leur disait « la vie ou la bourse ».
Le message était clair. En tout cas, une chose est sûre, Hervé Benzon, vous vous intéressez énormément à l'histoire locale, à l'histoire du Santerre, et c'est une histoire que vous racontez avec passion. En effet, c'est ma grande passion et d'ailleurs, je suis d'autant plus passionné par le sujet que je suis en train d'écrire un livre dans lequel je relate cette affaire Ricard et dans les moindres détails. Une toute dernière question, je dirige mon regard vers l'église qui se trouve derrière vous. Cette église, finalement, elle a été témoin de cette affaire criminelle quelque part. Mais oui, complètement, parce que c'est même une chance incroyable dans la région, quand on sait que la plupart des églises n'ont pas résisté à l'année 1918 et à ces bombardements. Mais la nef de cette église a été érigée en 1756, on le sait par une inscription à l'intérieur. Et 1756, c'est exactement l'année pendant laquelle Ricard et sa bande sévissaient dans les environs. Merci beaucoup Hervé Benzon. Merci Armand Frein. Alors c'est quand même une chance d'avoir conservé, d'avoir cette église dans cet état de conservation. Quand on voit par exemple celle du Quesnel ou d'Angest-en-Santerre qui ont été démolies par les combats en 1918. Celle-ci a subi aussi des dommages. Il y a eu un combat de chars en 1918 ici, mais finalement toute la partie en briques a été remaniée dans les années 20, mais finalement, elle a conservé pratiquement son intégrité. On peut dire qu'archéologiquement, elle est intacte. Au XIe siècle, et puis là, on voit ici, on devine Blot. Donc c'est Éloi Blot, qui était un laboureur de Frénois-en-Chaussée, et qui était de la famille de Léger Blot, le curé de Frénois-en-Chaussée, à l'époque de l'affaire Félix Ricard.